Bienvenue à cette nouvelle session des apérophones, des rendez-vous réguliers organisés par la LPO pour vous accompagner dans l'utilisation des outils de la démarche Faune France, vous présenter des protocoles de suivi, des enquêtes ou vous apporter quelques informations sur l'identification des espèces. La session de ce jour a pour objet comment débuter dans l'étude des papillons de nuit. Alors une petite introduction, un débutant parle aux débutants. Cet apérophone s'adresse en fait à tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'observation ou l'inventaire des papillons nocturnes. Les conseils qui vont suivre sont ceux d'un naturaliste qui a ponctuellement bénéficié de l'expérience de quelques experts, mais qui a surtout été confronté à la difficulté de se lancer avec passion dans l'étude des hétérocères. Grosso modo, 3 ans d'expérience m'ont brillamment fait passer du stade de néophyte absolu à novice, et puis dans 3 ans, je pense que je pourrais prétendre au grade de débutant. Car il faut être conscient que l'étude des papillons nocturnes ne se fait pas en quelques minutes. La multiplicité des espèces et la complexité de certaines identifications rend l'approche un petit peu compliquée, d'où cette session de conseil. Alors tout d'abord, une petite définition de ce qu'on entend par papillon de nuit. Les papillons nocturnes, c'est un vieux concept bien commode, plus du tout d'actualité en matière de phylogénie des espèces, mais qui est encore très largement utilisé, y compris par les spécialistes des papillons. On distingue d'un côté les papillons de jour, les rhopalocères, et de l'autre côté les papillons de nuit, les hétérocères. Ces deux groupes se distinguent notamment par le fait que les papillons de nuit ont plutôt tendance à tenir leurs ailes à plat, alors que les papillons de jour les remontent sur leur dos. Les antennes des papillons de jour sont terminées par une sorte de petits ovales, on les qualifie en forme de massue. Les papillons de nuit ont plutôt des antennes soit filiformes, soit sous forme de plumes pennées, composées d'articles très complexes. Évidemment, il existe tout un tas d'exceptions, avec des papillons de nuit avec les ailes relevées et les papillons de jour qui les tiennent plutôt à plat. Les différences entre les deux groupes ne sont pas toujours évidentes au premier regard. Ces deux exemples vous montrent un papillon de jour à gauche, un papillon de nuit à droite, des colorations qui sont à peu près équivalentes et des ailes tenues à plat dans les deux cas. Donc voilà, il existe aussi des exceptions avec des papillons de nuit qui ont les ailes dressées, etc. Donc la distinction n'est pas toujours évidente de prime abord. Au sein des papillons de nuit, là encore, d'un point de vue pratique, on utilise des grandes catégories qui n'ont pas grand sens d'un point de vue biologique, mais qui sont très pratiques. On distingue d'un côté les micro-lépidoptères, c'est-à-dire les lépidoptères de petite taille, généralement moins de 1 cm, les hyènes à la robe métallisée, et les macro-hétérocères, donc les gros papillons de nuit. Dans cette catégorie, on a des microlépidoptères qui sont parfois plus gros que des macrolépidoptères et inversement. Donc ce ne sont pas des catégories parfaitement étanches, mais ça a le côté d'une certaine praticité. En réalité, les études de la phylogénie, c'est-à-dire la classification actuelle basée sur notamment les études génétiques, présentent une vraie grande complexité et une arborescence composée actuellement pour la France de 32 superfamilles de papillons, dont les papillonidés qui sont les papillons de jour, et 81 familles. Le nombre d'espèces est assez conséquent, puisque l'inventaire actuel des papillons de France métropolitaine dénombre plus de 6000 espèces, environ 12 000 en Europe. Une dizaine sont découvertes chaque année, et la répartition selon le groupe présente très bien le fait que la diversité maximale est présente chez les papillons de nuit, les rhopalocères ne représentant que 350 espèces sur les 6000. Un élément important sur cette notion de papillon de nuit, c'est qu'il existe à peu près 300 espèces de papillons de nuit qui sont actifs de jour. Vous avez d'ailleurs un guide dédié
à ces hétérocères diurnes qui vont vous permettre peut-être une première approche simple de ce monde complexe. Avant d'attaquer les conseils proprement dits sur l'étude des lépidoptères, une petite galerie de portraits pour vous présenter en quelques diapos la diversité des espèces réparties dans ce groupe. On a des espèces d'un petit peu toutes les couleurs, donc des jaunes fluo, des jaunes poussins, des jolies espèces, des espèces très girly avec des tendances de rose, des formes bizarres qui miment soit des branchettes, soit des feuilles mortes, des espèces étonnantes avec des colorations. On retrouve le bucéphale avec cette forme de branchette cassée. Des étranges, soit par leur forme, soit par ici les antennes très surdéveloppées pour cette espèce, la nonne. Des espèces très sympas avec des jolies bouilles et des queues bizarres. Et des espèces toxiques qui, à l'état de chenille, s'alimentent d'espèces de végétales toxiques elles-mêmes et qui intègrent ces toxines comme élément de défense contre les prédateurs. Alors voyons maintenant comment on prospecte les papillons. Il y a 5 techniques principales qui permettent de les inventorier ou de les observer plus simplement. La première, c'est évidemment de prospecter de jour, de rechercher les espèces à vue en prospectant les supports potentiels et en faisant envoler les insectes en marchant dans la végétation. C'est une approche pratique, peu productive parce qu'elle va concerner un certain nombre d'espèces limitées, mais qui est très, très intéressante pour débuter ou pour compléter des inventaires collectés avec d'autres techniques. Si on veut aller plus loin, on peut faucher la végétation à l'aide d'un filet à papillons un peu robuste, collecter les animaux dans des boîtes, les prendre en photo et les relâcher. Une autre technique permet de battre la végétation, ce qui consiste en fait à la frapper avec un bâton et à faire s'envoler les papillons. Certains des rangées se laissent tomber et peuvent du coup être collectés par exemple dans ce qu'on appelle des parapluies japonais, c'est-à-dire soit de vrais parapluies, soit des toiles claires positionnées sous la végétation qu'on tape, et ainsi collecter soit des adultes, soit des chenilles. On peut aussi chercher les papillons de nuit, la nuit, soit en prospection directe et en recherchant les espèces sur leur support, soit lorsqu'elles volent les capturer avec un filet à papillons. Au cœur de l'hiver, on peut chercher des femelles aptères de certaines espèces qui sont peu détectables autrement qu'en recherche à vue. Vous avez ici Operophthera brumata qui est une de ces espèces aptères avec des ailes minuscules. Ce sont les mâles qui se déplacent, les femelles restent sur leur site d'émergence. Et on peut aussi prospecter au pied des éclairages publics où une masse importante de papillons s'agglutine, notamment en période estivale. Une des difficultés de la recherche à vue des papillons nocturnes est que bon nombre d'entre eux sont très compliqués à repérer. Beaucoup disposent d'un camouflage particulièrement efficace. C'est le cas notamment de cette espèce, je ne sais pas si vous l'avez repéré. Il s'agit de la conspicillaire, particulièrement bien camouflée dans les écorces, à la fois de par sa coloration et par sa forme. Une autre technique d'observation des papillons de nuit consiste à se mettre à l'affût devant des fleurs nectarifères, comme celle du chèvrefeuille, et d'attendre patiemment que certaines espèces viennent butiner. On peut alors soit les prendre en photo pour déterminer les espèces, soit les capturer avec un filet papillon, les observer puis les relâcher. La technique la plus utilisée demeure toutefois l'utilisation de pièges lumineux. De nombreuses espèces de papillons sont attirées par les lumières et notamment par les lumières ultraviolettes.
Une multitude de pièges ont été imaginés pour observer ou capturer les papillons nocturnes. Certaines sont très simples, comme le fait de tendre un drap blanc éclairé par des lampes. D'autres sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus coûteuses, notamment les pièges en canopée à lampe de mercure alimentés par un groupe électrogène par exemple. L'émergence des LED a permis le développement d'une nouvelle génération de pièges à la fois légers et peu gourmands en énergie, qui peuvent être facilement transportés. Il existe des pièges directement fabriqués et commercialisés qui peuvent permettre de s'équiper rapidement avec un matériel extrêmement performant, mais qui demeure d'un budget relativement conséquent. La LEPI-LED, le système actuellement le plus utilisé, nécessite un budget entre 600 et 800 euros. Les systèmes compétitifs concurrents ont des budgets à peu près similaires. Ça fait effectivement très cher pour débuter en entomologie, et on peut, moyennant un petit peu de bricolage, réaliser des dispositifs un peu moins coûteux. Ma proposition de piège, par exemple, permet de réaliser un outil qui est performant, probablement moins performant que les pièges du commerce, mais tout à fait productif, et en tout cas suffisant pour débuter, pour un budget modique de 60 euros à peu près. L'équipement nécessaire est assez frustre. S'équiper d'un sac à linge pop-up, idéalement blanc avec une tulle transparente. Vous avez un modèle ici présenté qui est un modèle parfait pour l'usage qu'on veut en faire. Trouver un manchon d'isolation qui va permettre en fait de fixer le ruban UV autocollant. Ces rubans se trouvent un petit peu partout désormais dans les supermarchés. Ils sont utilisés par les fêtards pour décorer les sites de boom, de rave party et autres. Et ils sont alimentés ils peuvent être alimentés notamment par des batteries externes d'ordinateur ou de téléphone qu'on trouve là encore largement dans le commerce. Le reste de l'équipement est simplissime, un drap blanc de réforme, plus il réverbère la lumière ultraviolette, mieux c'est. Une moulure ou n'importe quoi d'autre qui va permettre de tenir le support, de constituer un support pour le manchon équipé des LED, et des boîtes à œufs qui vont permettre aux papillons qui vont graviter autour de votre piège de trouver une zone refuge où ils pourront se poser tranquillement et où on va les retrouver notamment au petit matin après une nuit de capture. Le système en place est très simple. On pose le drap au sol ou sur une table. Le piège Ikea est développé. Vous voyez la lampe LED, le tube LED qui pend à sa suspente et les boîtes à œufs disposées de part et d'autre du piège pour rassembler les papillons. On en met à l'intérieur, on en met à l'extérieur et on fait des petits trous le long des côtés du piège pour permettre aux insectes de passer et de se réfugier à l'intérieur. Ces pièges peuvent être disposés un peu partout, donc je l'ai dit tout à l'heure, sur des tables, au sol, sur le capot d'une voiture. On peut aussi les faire monter en canopée pour essayer d'attraper des espèces qui fréquentent peu les strates les plus basses. Une autre technique qui était autrefois très plébiscitée par les lépidoptérologues, qui depuis se sont concentrés surtout sur les techniques au piège lumineux, mais certains pratiquent encore cette technique, qui consiste en fait à attirer les insectes avec une substance sucrée et odorante qu'on qualifie de mielée. Cette pratique s'est développée en entomologie dans la première moitié du XIXe siècle, a été très fréquemment utilisée, notamment en Angleterre, et ce mode d'inventaire était très en vogue à l'époque victorienne. Vous avez sur la photo le résultat d'une mielée assez démonstrative avec énormément de papillons attirés par cette substance sucrée. Alors il y a autant de mielés, de recettes de mielés que de passionnés.
On trouve beaucoup d'informations sur internet avec évidemment chacun prétend que sa recette est la meilleure. Pour partir du plus simple au plus compliqué, on peut tout simplement mélanger du vin rouge de basse qualité avec du sucre, éventuellement avec de la confiture de fraises. Un peu plus compliqué, on y ajoute de la mélasse, de la bière, quelques gouttes de rhum avant l'utilisation. On peut aussi mélanger des fruits trop mûrs avec du sucre, de la bière ou de la mélasse. On fait chauffer le tout pour obtenir un sirop épais et on laisse maturer une journée, ou pas, selon les recettes. Alors on trouve dans les bouquins anciens des recettes miracles, dites miracles, et surtout un peu snob, car elle est composée d'ingrédients relativement nobles. Donc je vous lis cette recette: 500 g de sucre muscovado, qui est un sucre non raffiné, très sombre et relativement cher, 500 g de mélasse noire, un demi-litre de bière blonde et 75 centilitres de vin rouge. On chauffe pour obtenir soit un sirop épais qu'on répandra sur les troncs ou sur les pieux par brossage, en utilisant un pinceau, une brosse un peu épaisse, ou un sirop plus fluide pour le pulvériser. On lie les ingrédients donc à feu doux en remuant régulièrement jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène. Et avant l'utilisation, on ajoute un peu de rhum ou un autre alcool odorant pour renforcer l'attraction odorante de ce type de recette. Sur le terrain, on brosse ou on pulvérise de petites taches ou des traits sur des écorces, des poteaux, un peu avant la tombée de la nuit, idéalement à une centaine de points. On peut faire une centaine de points avec 1,5 litre de préparation. On inspecte ces marquages les 2 premières heures de la nuit. Les pièges sont réputés moins efficaces après. C'est apparemment très hétérogène d'une nuit à l'autre, mais ça paraît plus efficace en fin d'été et en automne, les nuits chaudes et humides, voire éventuellement par petites pluies. Et c'est très sélectif. Ces miellets sont attractifs notamment pour les familles des noctuidés et des géométridés. On peut aussi se servir de fruits maturés, soit tout simplement en les stockant en un point, soit en accrochant par exemple verticalement une banane trop mûre à une branche et en faisant une petite fenêtre dans la peau, par lequel en fait la banane se liquéfie et est accessible pour les papillons. On peut aussi accrocher des morceaux de pastèque au tronc d'arbre, aux poteaux de clôture, ou disposer les fruits avariés dans une assiette, en faisant attention toutefois au fait que cette offrande profite aussi aux guêpes et aux frelons, ce qui peut être parfois problématique. Le dispositif de mielet qu'on vient de voir implique de disposer des taches de liquide sucré sur des supports. On peut aussi utiliser la même approche, mais au lieu de positionner tout ça sur des supports naturels, enduire en fait des cordes, notamment des cordes de lin ou de chanvre, avec un liquide dont on retrouve les mêmes ingrédients, vin rouge, sucre brun, pour obtenir un sirop, et qu'on peut disposer ensuite soit suspendu verticalement, soit suspendu horizontalement. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on peut réutiliser plusieurs fois de suite ces cordes avec le même enduit, et on peut les positionner stratégiquement à certains points qu'on juge plus intéressants que d'autres, en fonction de la typologie des milieux. Une autre technique d'étude des papillons nocturnes consiste à rechercher les mines. De nombreux microlépidoptères vivent à l'état larvaire à l'abri dans les végétaux, entre les couches des feuilles, dans l'épaisseur de la feuille, où la plupart creusent des petits trajets qui peuvent être soit linéaires, soit sous forme de taches. Et ces forages, pour un certain nombre d'entre eux, sont des sortes de signatures d'espèces.
Et en mêlant forme et plante hôte, on peut arriver à déterminer certaines espèces, notamment de microlépidoptères, qui sont souvent difficiles à capturer par ailleurs. Une autre approche consiste à rechercher les chenilles, donc l'état larvaire des papillons, soit à vue, soit par bottage, soit par fauchage. Et évidemment, ça nous permet de collecter des informations sur les plantes hôtes utilisées par les chenilles. Dans un certain nombre de cas, la plante hôte est nécessaire pour pouvoir déterminer le papillon adulte, et donc la connaissance de l'état des chenilles permet une détermination que l'imago ne permettra pas. L'imago, c'est l'adulte. Une fois que vous avez donc mis en place vos techniques d'inventaire, reste maintenant à identifier vos découvertes. Alors un petit avertissement, en reprenant la maxime d'un expert du site internet.org, il existe certainement des espèces identifiables sur photo, mais on ignore lesquelles. Cette boutade est un peu exagérée, mais elle conserve un véritable fond de vérité. Il faut être conscient dès le départ que dans le cadre des inventaires de papillons de nuit, une part importante des individus observés ne pourra pas être déterminée sans un examen anatomique. Mais la diversité des espèces est telle que vous pourrez probablement déterminer 1500 à 2000 espèces sans dissection et à vue. Alors les bouquins qui sont indispensables pour débuter à un prix abordable, moi je vous conseille 3 ouvrages qui sont publiés dans la même édition. Le guide d'identification des papillons de Grande-Bretagne et d'Irlande, qui se décline pour les papillons, les gros papillons, macro-hétérocères, les micro-lépidoptères et les chenilles. Les illustrations de ces guides sont absolument remarquables et les textes, bien qu'en anglais, soient parfaitement lisibles. Des livrets qui ne payent pas de mine, mais une mine d'infos, ce sont ces 2 petits bouquins publiés par PenSmart et qui traitent de façon intéressante des mines dont on vient de parler à l'instant. Les différentes espèces sont présentées par période, c'est-à-dire l'auteur donne les mines qu'on peut observer au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, etc. et dresse un portrait des principales espèces qu'on peut rencontrer sur les différentes espèces de végétaux. Donc 2 petits bouquins pas très chers, mais vraiment très très intéressants. Encore une fois, malheureusement, écrits en anglais. Et enfin, pour les francophones, dotés d'un budget bibliothèque important, il existe une série relative aux papillons de nuit, écrite par Patrice Leroux, un des plus grands spécialistes de la discipline, et publiée chez Nap Éditions. 8 volumes concernent les papillons de nuit, 1 volume concerne les papillons de jour, pour un budget total d'environ 700 €. J'en dirai pas plus puisque personnellement je n'en suis pas dépositaire. Mais la majeure partie des lépidoptéristes travaillent aujourd'hui avec Internet, et notamment une base de référence qui s'appelle lepiforum.org, qui est une véritable encyclopédie, le site de référence. Pour chacune des espèces, vous avez les illustrations des adultes, des larves, parfois des œufs, des animaux en collection, et, quand nécessaire, des génitalia, c'est-à-dire les pièces génitales, les éléments internes qui permettent de diagnostiquer les espèces les plus complexes à déterminer. Ce site recouvre l'ensemble des espèces d'Europe. Toutes ne sont pas illustrées, mais la très grande majorité des espèces le sont, et en tout cas pour le débutant, la totalité des espèces que vous allez rencontrer sont présentes sur ce site remarquable. Alors ce site est en allemand, mais les moteurs de recherche permettent désormais d'avoir des traductions qui sont tout à fait fiables. Autre site internet, celui de l'association Orena, pour la base de données Artemisia, qui est
une sorte de Faune France dédié uniquement aux papillons, qui permet à la fois la saisie, mais aussi la consultation des données, et qui présente sous des formes synthétiques la répartition, la phénologie de vol, l'iconographie relative aux différentes espèces de France. Et donc l'aspect intéressant de ce portail, c'est qu'il se limite effectivement aux espèces françaises, et donc ça donne une idée, notamment si vous avez déterminé une espèce, de savoir s'il existe d'autres espèces proches auxquelles il faut faire attention en matière de détermination. Le troisième site internet le plus important, il en existe des centaines, soyons clairs, mais 3 se détachent de façon importante, est un site participatif de quelques lépidoptérologues qui s'intéressent aux espèces du sud de la France et de la Corse. En fait, la couverture des espèces traitées est importante et la quasi-totalité des lépidoptéristes français peut utiliser ce site avec grand intérêt. Il est beaucoup plus succinct dans sa présentation, essentiellement iconographique, très peu de texte ou pas de texte, et il illustre les adultes, les larves et potentiellement, pour un grand nombre d'espèces, les génitalia, comme on l'a vu tout à l'heure. Enfin, plus thématique, un site néerlandais consacré aux mines, aux galles et aux champignons qui affectent les plantes, et parmi les espèces qui sont concernées, on va retrouver de nombreux lépidoptères, et notamment des microlépidoptères. Donc, dans l'idéal, on a un accès aux espèces via les espèces, via leurs plantes hôtes, et on peut faire des recherches ensuite via des liens pour obtenir l'iconographie des galles, des mines qui sont concernées. Une fois les déterminations faites, nous vous proposons de saisir vos observations sur Faune France, moyennant le fait que vous ayez un bon niveau de certitude de vos déterminations. Une des règles de base dans la transmission de vos informations, c'est de les documenter. Dans la mesure du possible, essayez de transmettre systématiquement une photo associée à une donnée, ce qui permettra 2 choses. D'abord de documenter la galerie photo d'espèces de Faune France, mais surtout de faciliter la validation de vos informations. On l'a vu, toutes les espèces ne sont pas déterminables sur photo, mais sur photo, il est bien plus facile de dire si la détermination est possible, probable ou certaine. Les éléments de transmission non documentés, donc les données sans photo, sont extrêmement complexes à valider. Dans vos prises d'images, je vous invite à avoir une approche un peu systématique et un peu standardisée, c'est-à-dire d'avoir la tête en haut, la tête à droite pour toutes vos bestioles, ce qui facilite en fait le processus de validation, parce que vous allez voir que dans les sites internet dont on a parlé ou dans les livres, les espèces sont toujours positionnées de la même façon, et ça contribue aussi à alimenter une galerie photo plus facilement utilisable à des fins de comparaison et de détermination. Un point important est de connaître ses limites et les possibilités d'identification visuelle. Beaucoup d'espèces ne peuvent pas être déterminées de façon fiable, visuellement ou sur photo. C'est notamment le cas des micro-espèces. Ces espèces-là nécessitent un examen complémentaire indispensable à toute détermination. Il s'agit généralement des examens de pièces génitales, qu'on appelle les génitalia, ou éventuellement de barcoding ADN. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter au genre indéterminé ou mentionner des couples d'espèces. Je vous ai mis ici 2 espèces appartenant au genre Coleophora, qui compte environ 250 espèces, qui vous montrent qu'effectivement il y a souvent de grandes similitudes de forme et de coloration. Il convient aussi de prêter une attention aux codes couleurs qui précèdent en fait le nom des espèces lorsque vous les avez saisies. Donc nous sommes en train de paramétrer ces éléments-là, mais d'ores et déjà beaucoup d'espèces ont ces points d'information. Un point rouge signifie que la détermination est très complexe, qu'elle nécessite généralement un examen approfondi. Il peut s'agir de l'examen des pièces copulatrices,
d'études ADN, etc. En tout cas, pour toutes ces espèces-là, les critères discriminants observés doivent être mentionnés, et idéalement des photos jointes. Les espèces précédées d'un point orange sont de détermination possible sur le terrain, moyennant un examen poussé. Grosso modo, c'est nécessité d'avoir une observation à la loupe à main, par exemple, et de confronter votre observation directement avec des guides de détermination. Les espèces qui n'ont pas de marque sont a priori des espèces qu'on peut déterminer à distance sur photo. Alors, un exemple de restitution de données pour des espèces complexes pour lesquelles on n'a pas pu aller à l'espèce. Vous avez ici deux types de saisies sur lesquels, en fait, sans examen des génitalia, on ne peut pas aboutir à une détermination fiable. Donc, dans ces cas-là, on peut soit rester au genre indéterminé, c'est-à-dire Thera sp, ou donner des couples d'espèces, comme ici Thera britannica et Variata, deux taxons qu'on ne peut pas différencier autrement que par des examens fins. Attention, il n'y a pas que les petites espèces qui peuvent être problématiques. Il existe des groupes chez les macro-hétérocères dont l'identification n'est pas possible sur photo. Les charadrines sont un bon exemple, mais il en existe d'autres. Et donc, généralement, les sites internet vous donnent l'information aussi des difficultés d'identification de ces espèces et des risques de confusion. Là encore, ces espèces sur Faune France sont pointées d'un point rouge pour vous aider dans la compréhension des difficultés. Nous vous remercions chaleureusement de votre attention et espérons vous retrouver à l'occasion d'une autre session des apérophones. D'ici là, bonnes observations à vous et bon début dans l'étude des papillons nocturnes.